Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors, je me réveille tout juste là et pour vous dire que, je suis arrivé en Belgique et aujourd'hui j'intègre une formation pour 2 jours en Belgique. Le sujet de la vidéo, heu, il est que, souvent en diète en diète libérale particulièrement, on est, conviés par, des laboratoires de compléments alimentaires, de vente de compléments alimentaires, sur plein de sujets. On a des webinaires, des conférences. Voilà, pour nous vulgariser, pour améliorer, pour pousser nos connaissances. Je les ai toujours trouvés plus ou moins, suffisants. C'est-à-dire, pas au sens propre, c'est-à-dire que c'était, intéressant, hein. De fil en aiguille, j'ai voulu pousser le bouchon et participer à l'un de leurs séminaires. Alors je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne vends pas, de produits, malgré avoir entre guillemets un DU de de micronutrition, nutrition santé, le DU ASM de Dijon, eh bien, ça fait de moi quelqu'un de bien à cibler en tout cas et moi, inversement, ça me fait, vraiment plaisir d'arriver à avoir, des bonnes conférences avec des bons usages de compléments, de nutraceutiques et là, c'est là où aujourd'hui on va sûrement parler de ça et donc oui, il y a beaucoup de nutraceutiques qui arrivent, sur le marché. On personne sait les utiliser. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études scientifiques qui portent sur le sujet qui est, le nôtre aujourd'hui. On appelle ça le SIBO. Donc ça fait partie des syndromes de l'intestin irritable et le but, aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre en charge de façon pratique, des cas patients, qui ont un SIBO avec vulgarisation du SIBO poussée du au niveau médical, hein, on s'entend donc avec, exploration bactérienne, avec, hem un test de ventilation, voilà, analyse de symptômes, que ça soit, digestif, épidigestif, heu, donc le but, c'est surtout de voir s'il peut y avoir d'analyser, une autre façon de prendre en charge les patients. C'est, également cette vidéo, elle est là pour, tous les diètes, heu, qui se demandent comment ça se passe, en fait. Est-ce que, je suis en conflit d'intérêts si je vais dans ce genre d'endroit-là, dans le privé? Voilà, donc j'essaye de m'initier dedans et à la fin de la formation, je vous ferai, une review de savoir à quel point c'était bien déjà dans le sens de pédagogique, mais surtout si toutes les études scientifiques proposées ont, en fait, des sont vé ont des points de véracité, elles sont, bien sélectionnées. Est-ce qu'on a, des vraies conclusions, des méta-analyses, un vrai travail de pro scientifique et pas juste, «Bah, c'est comme ça, prenez, un petit peu de, voilà, prenez un petit peu de charbon actif et j'en sais rien, un peu de magnésium, ça devrait être mieux, vous donc achetez notre magnésium. C'est peut-être bête ce que je dis, mais ça arrive beaucoup en fait, c'est ça le sujet, quoi. Donc je vous reprends plus tard. À bientôt. Et hop, je vous coupe, juste durant le montage, je me suis aperçu que j'ai pas tourné un petit plan pour pouvoir, vous présenter, en fait, une interview que j'ai réalisée durant la formation. Il s'avère que, j'étais en fait le seul diète à ma connaissance. Il y avait plein de professionnels de santé et en particulier, il y avait, des médecins, chirurgiens, il y avait enfin anesthésistes, il y avait, pharmaciens. Mais j'ai réussi du coup à, poser des questions tout simplement à une médecin qui est venu à la formation sur, la capacité à se former des médecins, également des questions sur, l'ordre des médecins, comment elle, elle voyait, l'ordre, le devoir de se former, la continuité, comment elle voyait les choses. Donc ça prend à peu près, 20 minutes. J'ai souhaité la garder dans la vidéo, je pense que ça fait partie du lot.
elle n'a pas voulu que je la filme, ce que je comprends tout à fait. Et puis, après ça, on reprend sur, du coup, mon débrief d'une formation, la formation en privé. À tout de suite. Donc parle-moi déjà des droits de formation. Comment ça fonctionne les formations quand tu es médecin? Tu viens de m'expliquer un système de formation où, il faut, dépenser des points en fait. Toi, tu payes pas ta formation en tant que médecin, mais elles sont quoi? Cartographiées et tu dois obligatoirement les faire. Tu as un droit à la formation, une obligation à la formation en tant que médecin. Ouais, tu te fais d'abord former par la faculté, par la faculté de médecine. Ouais. Une fois que tu as ton diplôme, tu as normalement l'obligation de te former tous les ans dans des formations complémentaires qui te sont rémunérées en fait par certaines structures et sont des formations qui sont sur les pathologies habituelles qu'on croise en médecine générale, notamment. Moi, je parle des généralistes en tout cas, parce que Les centres de formation, ils sont, validés par l'ordre des médecins, en fait, en amont? aidé par l'ARS, par l'ordre des médecins normalement, et ça te donne un droit à des crédits points que tu dois remplir tous les ans. Et ces formations sont la plupart du temps quasi rémunérées, c'est-à-dire que quand tu rates des heures de consultation, ben, c'était rémunéré. C'est des formations qui sont la plupart du temps gratuites du coup, ou alors même rémunérées, ou en tout cas dédommagées pour le temps que tu n'as pas passé, que tu es censé ne pas avoir passé au cabinet. En soi, c'est un bon système, c'est quand même, plutôt vertueux. Ça permet, oui, de pouvoir continuer à se former, à lire sur les nouveautés, sur... Par contre, il peut y avoir des sujets qui ne sont pas abordés, comme, du coup, une formation que là, on suit ensemble ce week-end, dont on est passé, on pourrait dire dans le privé, mais en tout cas, hors validation, hors de en fait, c'est vraiment du comment on peut dire? Ouais, du privé, du libre, quoi et parce qu'on connaît, le formateur et on sait qu'il est compétent. Bah, il y a plusieurs types de formations complémentaires ensuite. Ce que tu peux faire volontairement, c'est à la fac. Tu as des diplômes universitaires des facultés de France. Et puis tu as, donc ça c'est public. Et puis tu as des organismes effectivement de formation privée où voilà, il faut regarder un peu les enseignants. Voilà, se sont référencés, voilà, qu'est-ce qu'ils pratiquent exactement. C'est ta responsabilité, en fait. Après, c'est la responsabilité de chacun de se renseigner effectivement sur le praticien ou sur l'enseignant, quel parcours il a fait, sur quoi il se base, sur des aspects scientifiques, Dans le choix de sujets, à se former, qui nous fait arriver vers ce genre de formateurs, de centres de formation. On retrouve souvent en fait des connexions, je ne vais pas dire des intérêts, mais des connexions, parce que c'est un petit monde en fait, mais des connexions avec des laboratoires. Et là, on parle pour ce genre de formation des compléments alimentaires, mais ça peut être même des laboratoires de médicaments ou de biologie médicale ou autre typologie d'analyse. Comment on pourrait placer une limite sur le fait que tu vas aller participer à la formation ou pas? Comment tu fais un petit peu la part des choses? Parce que la formation peut être très, 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 très bien. Et ensuite, on se retrouve à avoir que des solutions de produits vendus par le majoritaire. Je pense que d'abord, c'est vrai que c'est bien d'avoir une formation déjà dans le public, peut-être un petit diplôme universitaire de base où on t'apprend déjà pas à raisonner avec les médicaments, mais peut-être avec les molécules ou avec certaines techniques. Et puis c'est après à toi au fur et à mesure de regarder les laboratoires effectivement de compléments ou de médicaments qui correspondent à des critères de qualité. Euh, D'après ce qu'on t'a appris à la faculté. Et puis du coup, peut-être varier les sources de formation, aller à plusieurs, une fois que tu as sélectionné tes laboratoires, voir s'ils proposent des formations intéressantes, et puis voir avec ton propre esprit critique, et puis voir avec ce qu'on t'a aussi appris sur le plan, on va dire, avec moins de conflits d'intérêts. C'est à toi de faire la part des choses, et puis voilà, de rencontrer aussi des collègues dans ces formations-là avec qui tu peux discuter, et puis de fil en aiguille. Voilà, et puis comprendre aussi que les praticiens qui enseignent dans ces laboratoires privés, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont employées par le laboratoire tout le temps. Ce sont des gens qui pratiquent dans la vraie vie, on va dire, Ouais, ouais. qui ont des patients, qui ont de l'expérience, qui vont peut-être parler d'un produit effectivement dans cette soirée-là, mais qui parlent surtout voilà, de composants ou de composés qui ne sont pas forcément liés juste à ce laboratoire. Ouais. Donc je pense que les conflits d'intérêts, très certainement, mais il faut encore une fois garder l'esprit critique et faire la part des choses, varier les formations. Il faudrait redéfinir en fait ce que c'est le conflit d'intérêts. Aujourd'hui, on est sur une formation, donc moi je vais l'évoquer, c'est donc sur le syndrome de l'intestin irritable, précisément le SIBO, avec un centre de formation
qui essaie de se positionner en tant qu'expert, avec des experts qui interviennent. Un haut niveau de preuve scientifique. En tout cas, il y a une volonté de vraiment montrer beaucoup d'études, accès aux études, des gros polycopiés pour après aller se renseigner. Et dans certaines typologies de prise en charge, il y a certains nutraceutiques ou compléments qui sont évoqués. Et pour le coup, il y a de tout. Il y a de toutes les marques. Et ça, je l'ai découvert que parce que je suis là. J'ai osé prendre le billet, de venir voir, d'apprendre. Et il y a très très peu, voire pas, de connotation à l'intérêt financier derrière. C'est ça, c'est donc diplôme universitaire d'État, puis organismes de formation privés qui n'ont pas de conflit d'intérêt, et puis certains laboratoires qui sont effectivement des conflits d'intérêt, mais encore une fois, voilà, l'aspect critique oblige et varier ces formations-là. Et j'ai envie de dire, de rajouter que aujourd'hui, la recherche, elle est beaucoup pratiquée par les labos. Eh oui. Et s'il n'y avait pas les labos, on met ancrage dessus, effectivement, c'est quand même la recherche privée aujourd'hui qui passe avant Je suis tellement d'accord. les fonds qui sont alloués à la recherche publique. Donc, Et est-ce que tu as déjà fait, par exemple, des DU qui ont ce même niveau je dirais, d'expertise, peut-être dans un autre sujet, du coup? Comment eux, ils ont géré est-ce que c'était juste exposition d'études scientifiques avec quelques conclusions et puis démerdez-vous? Ou est-ce qu'il y avait vraiment, parce que là, pour le coup, aujourd'hui, on a eu des protocoles de prise en charge, comment faire vraiment pragmatique, historique, par expérience. Et moi, c'est ce qui m'a souvent manqué. Tu vois, par exemple, sur un DU du ministère du Sport ou même du TCA, on t'expose de la science, des schémas qui sont censés marcher, mais au final, il y a toujours un manque de recul et c'est un peu trop large. Moi, c'est qu'une sensation que j'ai eue. Est-ce que toi, tu as déjà eu des DU qui sont vraiment costauds, au moins dans notre domaine peut-être? je réfléchis, mais les diplômes universitaires que j'ai pu faire, de mémoire, il y a quand même toujours eu plus ou moins des conflits d'intérêts. Il faut regarder, en fait, même sur le plan des diplômes universitaires de fac, il peut y avoir des VU qui sont aussi en conflit d'intérêts, ça, c'est sûr. Mais globalement, il y a quand même, je trouve qu'il y a une grande disparité dans les diplômes universitaires, notamment. Et il y a des diplômes universitaires qui sont même cofinancés par des laboratoires. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout de conflit d'intérêt. Il y en a qui n'ont pas de conflit d'intérêt et qui sont pas forcément très pragmatiques dans les conduites à tenir, dans les choses à instaurer. Mais il y en a d'autres qui sont plus basés sur la recherche, donc voilà, qui vont être moins pratico-pratiques. Je pense notamment au DU sur le pilote Grenoble, Ouais. qui est très très bien parce que c'est que des scientifiques, pratiquement que des scientifiques vraiment de la public qui nous livrent les résultats de leur labo de recherche. Et c'est pas forcément très pratico-pratique. Donc, il faut juste faire attention si on choisit, en fait, regarder si le diplôme, l'école, être affilié à un labo, pas en avoir conscience et choisir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut vraiment une pratique? Est-ce qu'on veut vraiment aller dans les redonnées de la recherche? Est-ce que finalement, même s'il y a un petit conflit d'intérêt, il n'y a pas aussi des choses très pratico-pratiques et très bonnes à prendre? Donc, je ne peux pas répondre en vraiment très avec précision à ta question, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment c'est développer ce qu'on veut réellement, Ouais. regarder qu'est-ce qui se fait sur le marché et puis regarder qui sont les enseignants. Faut être acteur. Et il faut être acteur de sa propre formation. Pour le coup, tu vois, la question qui me vient, c'est comment perçoivent ton entourage. Par exemple, il me semble que tu travailles avec d'autres professionnels de santé, d'autres médecins conventionnés, peu importe, et chacun a des spécialités. Comment, s'ils le savent, comment ils perçoivent le fait que tu vas dans des formations qui sont presque, enfin, qui sont pas connues, enfin, à quel point ils s'intéressent ou pas, quel est leur état d'esprit, comment tu transmets le fait que tu es vraiment compétente sur un sujet grâce à cette formation, ou ils dénigrent tout de suite. Comment toi tu vois les choses? Nous, en tant que diète, on va avoir, en fait, c'est à double tranchant. Soit le marketing, entre guillemets, soit le bouche à oreille d'une formation privée avec, par exemple, une formation d'un laboratoire de compléments alimentaires. Et déjà là, installé, donc, bon, ça se sait que c'est compétent, c'est correct. Mais il y a des fois, il y a des nouvelles formations qui arrivent sur des sujets tout nouveaux. On n'a pas de recul. Et donc, le mot charlatanisme est pas loin, tu vois. Alors, j'ai peur que même au rang médical, au rang des médecins, ça peut aussi être conflictueux par ego, tu vois, par état d'esprit. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que le milieu médical pur et dur, c'est pas mieux très ouvert à des nouveautés, des choses qui sont pas totalement répertoriées ou classifiées par l'ARS. Mais par contre, je constate qu'il y a une population médicale, en fait, une population qui est assez qui continue et perdure tout ce qu'on a appris à la fac, tout ce qui va c'est très bien, voilà, c'est notre formation de base qui est bien costaud, heureusement qu'on l'a, et aujourd'hui, ça bénit et tout ça.
Et puis, il y a une autre partie de la communauté qui est plus ouverte à la recherche, qui a envie d'aider, de faire du bien aux patients. Et du coup, il y a tout un tas de patients pour qui tout ce qui est prise en charge conventionnelle ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas assez. Et je pense que c'est pour ces patients-là que toute pratique aussi autre, plus ouverte, peut être essayée. Moi, tout ce qui est parmi mes confrères, en fait, il y a j'ai beaucoup de spécialistes ou des correspondants spécialistes parmi des généralistes, mais je pense que d'abord, il y a à qui appartient, à quelle classe appartient, enfin, à quelle, on va dire, pas, je dirais pas quand, mais voilà. C'est sa place, ouvert, pas ouvert. Euh, et puis après, il y a, j'ai envie de dire, l'efficacité de la prise en charge aussi sur le patient, qui prévaut, voilà, qui fait que le praticien, même s'il n'est pas ouvert du moment, mais quand il fait ça marche. Et ce patient, il n'a rien pu faire, il n'arrive pas à faire quelque chose avec une pratique conventionnelle. Là, les esprits commencent à se détendre et à peut-être s'ouvrir un peu. Et la curiosité aussi est élevée. Donc, c'est pas tout blanc tout noir, voilà, ça dépend vraiment à qui on a affaire en face. Il faut comprendre aussi que les praticiens qui ne s'ouvrent pas, souvent ils ne s'ouvrent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de se former ou ils ne prennent pas le temps de se former parce qu'ils ont une pratique déjà tellement riche, tellement complexe et tellement chargée en termes d'emploi du temps et de charge mentale. Aller se former pendant des week-ends, il faut être passionné. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut utiliser son envie, sa soif d'apprendre, sa curiosité et se faire son avis après sur le tas. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment un parcours de vie, quoi. C'est un parcours de vie, ouais, avant tout, je pense. Parce qu'il y a des personnes qui sont très contents d'avoir une pratique comme on leur a appris à la fac, qui vont rester là-dessus toute leur vie. Et d'autres qui sont malheureux dans leur pratique, mais qui ne savent pas trop comment faire pour s'ouvrir à autre chose. Et je pense que avec des praticiens, voilà, des médecins généralistes, par exemple, qui commencent à s'ouvrir à d'autres pratiques parce qu'ils voient bien que pour beaucoup de leurs patients, la pratique conventionnelle n'est pas forcément complète, ou voilà, que ça marche pas forcément pour tout le monde, et c'est à ce moment-là qu'on s'ouvre. Ouais, c'est hyper intéressant, hein, ce que tu dis. Je pense qu'on peut vraiment le transposer à toutes les professions médicales. Une petite dernière question pour conclure. Alors là, nous les diètes, on est en réflexion pour potentiellement créer un ordre. J'aimerais avoir ton avis, mais tu as une profession avec un ordre. Nous, on n'en a pas et on veut en avoir un. Là, on veut, c'est la volonté un petit peu majoritaire. Personnellement, j'ai des doutes parce que je manque de briques de connaissances. J'ai posé des questions à plein de professions ordonnées où ça n'a jamais été très, très, très positif. Et donc, il s'offre deux choix à nous. Soit on a un ordre et comme les autres professions, et donc au risque d'avoir ces points de négativité, ou alors le fait qu'on crée un ordre aujourd'hui, on puisse réaliser quelque chose que les autres n'ont pas fait pour que ça se passe encore mieux. Pour toi, ça serait quoi les erreurs? Ça serait quoi les choses à corriger? Faut-il conserver un ordre si on a prêté serment, qu'on a la volonté de ne pas nuire et d'être un soignant, quoi, tu vois? Y a-t-il vraiment besoin d'un ordre? Si oui, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, quoi? C'est une question très compliquée parce que ça dépend pour quelle raison vous voulez faire un ordre. Je peux te le dire. La première des raisons, c'est une forme de sécurisation du métier. Je pense qu'il y a une forme de protection nationale à avoir, être considéré. En fait, toutes les structures qu'il pourrait y avoir sur des personnes ordonnées, que ce soit de la formation, que ce soit de la qualité de la formation, tu puisses aller jusqu'au doctorat, être diététicien, docteur diététicien, tu vois, ça peut exister. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Tu vas avoir des doctorats en nutrition, par exemple, mais pas de diète. D'avoir donc une reconnaissance au niveau de la Sécu, avec des protocoles de soins, par exemple, avec des remboursements. Évidemment, on a tout le sujet avec les mutuelles et une évidence de bonne santé publique au sens large, quoi. Dans ce cas-là, est-ce que tu as vraiment besoin d'un ordre ou c'est pas plutôt un syndicat qu'il faudrait, tu vois, enfin, faut vraiment respecter le métier pour. Le syndicat a été créé, mais ça reste tout nouveau. C'est du même, il n'y a pas encore de puissance, hein. Si c'est pour vraiment on va dire ce que tu m'as dit là, ce que tu m'as exposé là, je pense qu'un syndicat ça suffit largement. Pour moi, un ordre, c'est pas juste pour, Il y a le contrôle aussi des connaissances. Et si tu as une usurpation de notre métier, qui est une forme de. Ou alors, déjà, un diète qui ne fait pas trop ce qu'il faudrait faire en tant que diète, il va se faire aider, comme ils disent. Et peut-être aussi nous défendre auprès de, par exemple, des naturopathes. C'est très objectif, c'est pas personnel ce que je dis, c'est que le constat, c'est qu'il y a une forme de dichotomie entre naturopathie ou coach sportif, par exemple, qui pratique la nutrition. C'est une forme d'usurpation du métier. Et donc, s'il y a cette protection, les gens recherchent tiers de confiance pour lutter. Je pense qu'un ordre, ça a quand même un rôle de protection de la pratique, effectivement. Mais je ne vois pas trop la protection de quelle pratique, parce que finalement, est-ce que la pratique de la diététique, telle que vous l'avez apprise à la fac, elle est réellement suffisante ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs pratiques de diététique? Donc, c'est compliqué de uniformiser tout ça et de mettre un truc qui chape au-dessus pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est assez compliqué. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse comme pour
le médical, des choses très cadrées. Mais du coup, si tu fais ça, pour tout ce qui est nouvelles pratiques et recherche et tout ça, bah, tu vas te fermer la porte. Est-ce que vous avez des désagréments avec l'ordre pour vous? C'est quelque chose qui est, en tant que médecin, ou tous les médecins, le sujet récurrent, c'est plutôt une aide ou une friction d'avoir un ordre aujourd'hui? Sachant que tu es anonyme dans cette son, et je voudrais juste comprendre, avoir. Est-ce que ça dépend des cas peut-être? Ça dépend des régions? Ça dépend des gens qui sont dedans peut-être? Ça dépend essentiellement des régions et du directeur, enfin du médecin qui dirige l'ordre. Je pense que l'ordre, c'est pas tout mal et tout bien. Il y a vraiment des choses très conservationnistes. Bon, après, c'est très bien aussi parce que ça évite les déviants. Voilà, donc c'est aussi une structure qui est censée protéger aussi les praticiens. Pas comme un rôle coercitif. Voilà. Mais ça, c'est censé aussi protéger les praticiens, par exemple, quand il y a conflit avec des patients. Voilà. Donc, faut juste, je pense, bien mettre, si vous prenez un ordre, bien mettre les objectifs, bien faire attention que ce ne soit pas une structure ni trop ouverte, ni trop coercitive, ni trop bloquante, en fait, pour l'évolution de la profession. Il y a un juste milieu et il faudrait qu'il y ait une forme de démocratie, assez régulière pour arriver à corriger, les choses qui ne vont pas trop, d'autres qui vont mieux, améliorer les choses et être assez souple quand même, tout le temps à l'écoute. Quelque chose de vivant, quoi. OK. Bon écoute, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris de ton temps pour, développer un peu tes idées, Avec plaisir, Maxime. et puis, on va manger. Bon appétit! Du coup, salut, je vous reprends après ce gros week-end que j'ai passé. Pour ça a duré que quelques minutes, mais moi je suis rincé, je suis éclaté. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris de nouvelles choses. Je suis vraiment, en fait, vraiment satisfait. Je vous fais un petit retour vidéo, voilà, comme ça à la volée dans le train pour ponctuer en fait, de conclure sur la question de pouvons-nous être formés autre que par des facultés ou des diplômes universitaires, par des formations privées. Alors aujourd'hui, dans le cadre des formations privées, on va avoir des associations. Alors les associations, on en connaît beaucoup nous dans notre sphère de diète. Je pense à celle de Marie-Caroline Barraud, chez Gym Diet, qui est Calliope, qui a toutes les certifications, comme je pense à Florian Saffer. Donc là, on a ce côté diète pour les diètes. On peut avoir des formations validées par la FDN ou par l'ADL, d'autres associations, mais ensuite, vous l'avez bien vu, ce sont les formations privées par les laboratoires de compléments alimentaires, et même maintenant de laboratoires d'analyse médicale même. Donc moi, mon idée, c'était d'essayer de faire un compte rendu sur cette infiltration. Voilà, je me suis dit, je vais faire l'infiltré. Alors, c'est juste pour le terme, c'est pas de mauvaise intention derrière. Je pense que j'ai participé à une des formations les plus enrichissantes, peut-être après le BTS. Derrière ça, malgré avoir un flot d'informations, de la technicité, à quel point c'était sourcé. Le sujet m'intéressait vraiment, c'était sur le syndrome de l'intestin irritable, en particulier le SIBO, et voir comment on prenait en charge. Et ça allait du niveau heu, des diètes appliquées jusqu'au niveau médical, des tests respiratoires, de l'analyse microbiotique. Voici un vrai sujet sensible, mais c'est normal, hein, c'est une nouvelle science, donc à quel point ils ont pu apporter de l'information la plus objective possible. Et en fait, c'est ça qui est, je trouve, assez incroyable. Il y a énormément, énormément d'études scientifiques, on a beaucoup de ressources bien référencées, et j'ai pris le temps de regarder dans la nuit de samedi à dimanche, ça a duré 2 jours, et un petit peu le dimanche matin également. J'allais rechercher les études. Pas un expert en études, mais pour le coup, on était vraiment dans, des études de bonne qualité avec, des bonnes conclusions, des choses on pouvait en tirer, des usages sur les humains. C'était beaucoup d'études, des pathologies de syndrome de l'intestin irritable, durant, et en fait, on n'a pas du tout eu d'influence, on a juste vraiment eu une formation avec des protocoles, avec des explications. À chaque fois qu'il y avait des produits affichés au tableau, en fait, il y avait toujours des équivalents sur d'autres marques. Ça nous permettait d'avoir le choix, ça nous permet d'avoir d'autres dosages, d'autres formulations, des explications d'expérience de personnes qui ont utilisé certains produits. Je parle par exemple de fibres, hein, tout simplement, hein, de fibres prébiotiques, ou des probiotiques, sur comment peuvent réagir telle ou telle typologie de patients, qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, des levées de main pour des questions par des pros actuellement en formation. Il y avait des médecins, il y avait tout en fait. Il y avait beaucoup de médecins, de pharmaciens. C'était un bon niveau de réflexion. Il y avait des diètes, il y avait quelques nutritionnistes seulement, en, euh, pas diète, mais avec des très bonnes connaissances également. D'ailleurs, c'est ça aussi qui rend humble, c'est qu'au final, en fait, c'est de la passion. Je lui ai dit: «Mais passe le BTS diète, deviens diététicienne, tu es à ça, quoi. Donc fais-le, et tu seras très bien, quoi».
Donc, ben, je recommande, hein, ce genre de formation, mais comme vous l'avez écouté dans l'interview, faites vos recherches, assurez-vous que ça vous corresponde, que ça correspond aux typologies de passion que vous avez. Faites pas ça dans un but mercantile. Vous dites oui, tiens, je vais me spécialiser, je vais gagner plus d'argent, ou je vais augmenter mes consultations, le prix de mes consultations parce que je suis formé à ça. Oui, dans la théorie, dans le principe, ça marche un peu comme ça, je dirais, quand on travaille, mais faites-le d'abord pour la science, c'est-à-dire pour la connaissance de la profession médicale spécialisée en question. Et je sais aussi que je vais pas aller, prétendre, dire que, il faut prendre en charge un patient comme ça ou pas, parce que cette formation m'a dit que c'était la meilleure façon de faire. C'est probable, peut-être, mais quand je vais retourner, moi, à Clermont-Ferrand, je vais pas aller, couper l'herbe sous le pied d'un gastro-entérologue, même si je me dis: «Mais c'est pas possible, pourquoi il voit les choses comme ça?» Ou alors il a de l'ego, hem c'est bon, j'en sais rien, il faudrait pas donner ce genre de probiotiques ou pas, il fait ça de façon, il fait ça dans sa profession, il a le droit, il réfléchit, il sait ce qu'il fait, il est responsable, et nous, on vient en soutien, d'accord? Donc, par exemple, pour faire une diététique, FODMAPS, OK, ça, on pense aux diètes, capacité à faire adhérer, un patient pour, ce genre de protocole. Il existe aussi des formations pour pouvoir le faire bien. Par exemple, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément, du genre, les diètes, pauvres en actifs soufrés, acides aminés ou tout ça. Si c'est pas, coordonné avec plusieurs, pros, bah, vous avez compris le propos. Venez en paramédical et pas en médical pour arriver à rester un peu à sa place et essayer de soumettre parfois des informations, montrer qu'on est compétent. Peut-être il faut mettre le genou à terre et montrer sa nuque, comme à l'ancienne. Oui, pardon, je vous reprends parce que ça a parlé au micro du train. Donc oui, vous êtes paramédicaux, vous laissez faire les médecins et par contre, vous n'essayez de pas lâcher le morceau. Vous pouvez justement faire plus de compte rendu, avec ce genre de formations qui sont parfois un peu plus poussées que ce qu'on pourrait trouver dans certains DU, un peu plus pragmatiques aussi, plus de retour d'expérience précise. Un DU, parfois, on pourrait retrouver sur, des sujets, assez larges. Moi, ce que je répète souvent, on peut avoir, une sage-femme, un psychiatre, un diète, un médecin, dans la même pièce, donc ils sont obligés de niveler par le bas pour être sûr de parler la même langue et ensuite on construit, mais tu as déjà payé la moitié du DU. Parce que là, tu sais à quoi t'attendre, hein, donc tu as intérêt à être, chaud. Et donc l'idée, c'est de pouvoir être, meilleur, mieux, plus compétent avec les médecins et ça les rend et en fait, ils attendent que ça de déléguer. Ils ont tellement de travail qu'ils sont très contents d'avoir des noms à qui, des noms à donner et même s'ils n'ont pas le droit de donner des noms, c'est justement, ça officiellement. C'est que, on a déjà parlé, sur d'autres vidéos, maintenant, en fait, ils donnent des noms, hein, tout simplement. Allez voir, un tel, ou allez voir un groupe de personnes qui, pratiquent tel ou tel sujet et ça vous aidera, probablement, je reste en contact et on avance quoi. On essaie de faire ce devoir de moyens. Bon, je vous laisse, merci pour votre, patience surtout et votre, écoute. N'hésitez pas à me faire des retours et puis on se voit très vite. Je sais pas dans quel sens vont sortir toutes mes vidéos là et l'idée c'est de faire un peu de contenu, autre que, du cabinet, autre que de la diététique de classique. À bientôt, vive la liberté et vive le libéral.